Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour ce huitième rendez-vous que nous consacrons à la greffe architecturale. Le bâti existant ne suffit pas toujours, il y a parfois besoin d'agrandir et il nous a semblé que la greffe architecturale était une bonne façon d'aborder la problématique de l'extension. Donc, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Bornarel. Il est ingénieur, membre de l'ICEB, fondateur du BET environnemental Tribu et co-auteur du manifeste pour une frugalité heureuse et créative avec ses amis Philippe Madec et Dominique Guezin-Muller. 45 minutes plus tard, nous poursuivrons avec Louis Pipon, qui est avec nous ce soir. Il est architecte et un des membres fondateurs de l'agence Nook Architecte, créée en 89. Ils sont sensibles aux dimensions bioclimatiques, thermiques et à la bonne utilisation des ressources. Il nous fera un retour d'expérience sur leur projet de centre d'interprétation du patrimoine archéologique situé à Dellingen, je ne sais pas si je prononce bien, en Alsace, livré en 2014. Bonjour à tous et à toutes d'abord, hein. Donc, on va parler aujourd'hui de l'architecture de greffe. Euh, c'est un bel exemple de ce que j'appellerais la bio-inspiration. Et j'insiste sur le fait que je dis bio-inspiration et non pas le terme habituellement utilisé de biomimétisme, parce que en fait, on s'inspire d'un processus de la nature sans le copier formellement. On va d'abord faire un petit peu de botanique pour définir ce qu'est une greffe. Euh, dans une greffe, il y a deux côtés. Il y a d'une part un receveur, alors j'appellerais souvent l'hôte, qu'on appelle en botanique le porte-greffe. Et puis de l'autre côté, il y a un donneur, un fragment végétal qu'on appellera le greffon, un fragment d'une autre plante compatible avec celle sur laquelle va se greffer le greffon, ou de la même plante. Voilà, le greffage, c'est donc un mode de reproduction qui consiste à implanter le greffon dans le porte-greffe. Le résultat de cette opération s'appelle la greffe. Et dans ce nouveau végétal, l'hôte, le porte-greffe, va alimenter le greffon en eau et en nutriments. Donc, c'est lui qui va aller dans le sol chercher tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du greffon. Et puis, par contre, le greffon, bah, c'est lui qui va donner les fruits souvent modifiés par rapport à ce qu'ils étaient sur l'hôte initial. Euh, donc, on voit bien que pour que l'opération réussisse, il y a deux conditions. La première, c'est que le greffon doit être compatible avec son hôte pour que celui-ci continue à croître en faisant corps avec le porteur. Le greffon, hein, comme je l'ai dit, c'est soit un morceau de la même plante, soit d'une autre plante, mais génétiquement proche de celle sur laquelle on va faire la greffe. Donc ça, c'est une première condition, c'est-à-dire une proximité, une compatibilité entre le greffon et la greffe. Et puis la deuxième condition, bah, il faut que le greffon prenne, il faut qu'il pousse, il faut qu'il donne des fruits. Euh, donc le greffon, c'est bien l'avenir et le porte-greffe, c'est le passé. Et voilà. Et dans cette affaire-là, on a une évolution vers l'avenir du greffon. Et le porte-greffe, lui, bah, il remplit son rôle de porte-greffe.
Alors, voilà qui va nous ramener à un autre domaine, celui de l'architecture. Pour introduire ça, j'ai été chercher sans doute l'architecte qui a le mieux parlé de ces questions-là, qui est une architecte américaine, Jane Gang. Dans son livre, qui s'appelle L'art de greffer en architecture, elle propose d'appliquer la technique de la greffe dans l'architecture. Il s'agit de valoriser un bâti existant en ajoutant des extensions, les greffons, à des structures anciennes, les porte-greffes, de telle manière que cela réussisse aux deux. Gagnant-gagnant. La greffe crée ainsi une nouvelle œuvre à part entière, avec son esthétique, ses fonctionnalités, ses usages. Tout à l'heure, j'ai dit, là, il y a quelques instants, qu'il y avait deux conditions qui sont compatibilité et évolutivité. Je dirais ça pour simplifier. Alors, ces deux conditions, est-ce qu'elles restent valables en architecture? Pas forcément. Pas forcément. On voit que sur la compatibilité qui se traduisait en botanique par, disons, des végétaux génétiquement proches, on a souvent, très souvent même, des greffons en architecture qui sont éloignés et par leurs aspects formels et par leurs couleurs et par leurs fonctions du bâtiment existant qui est le porte-greffe. Et puis, de la même façon, sur l'évolutivité, on a effectivement quelquefois des greffes qui vont évoluer dans le temps, mais la plupart du temps, la greffe, elle est là et puis elle y est pour un bon moment. Voilà, donc la comparaison avec la botanique ne porte pas sur tous les aspects. Alors, on va se poser une première question. L'architecture de greffe est-elle frugale? Bien sûr qu'elle est frugale. En tout cas, qu'elle peut être frugale. Mais je dirais que non seulement elle est frugale, mais qu'elle va constituer un élément très fort de la réhabilitation. Bon, parce que tout ça nous ramène à la réhabilitation. Donc, rappelons-nous les premières rencontres nationales du mouvement de la frugalité en 2018 à Los Angeles, quand on a commencé à se poser la question, faut-il encore construire? Et qu'on a apporté en réponse à cette question, au fur et à mesure de nos différentes rencontres nationales, on a apporté cette notion de priorité à donner à la réhabilitation. Faire mieux avec moins, donc qui est un des caractéristiques de la frugalité. Donc, c'est d'abord, évidemment, privilégier, plutôt que de la construction neuve, la réhabilitation des bâtiments existants. Avec l'avantage de ces bâtiments existants, évidemment, qui ne consomment pas de foncier nouveau, mais seulement du foncier déjà bâti. Donc, on commence à poser déjà avec la réhabilitation le problème du foncier. Et puis, de la même façon, réhabiliter un bâtiment existant, bah, c'est profiter du déjà là, les fondations, la structure, etc. Donc, ce qui permet de réaliser une économie conséquente en ressources, en énergie, en eau, pour fabriquer et transporter les matériaux euh, qui sont en grande partie déjà là. Alors la greffe, par rapport à ça. Ben, la greffe, elle va permettre de résoudre ce qui peut être quelquefois une faiblesse du choix de la réhabilitation, qui est le fait que, ma foi, toutes les fonctions qui étaient dans le bâtiment existant
ne se retrouvent pas forcément dans le bâtiment réhabilité parce qu'on leur a donné un petit peu plus de surface. Voilà. Et puis, de la même façon, toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'échelle d'un territoire ne vont peut-être pas pouvoir être réalisées dans des bâtiments existants. Et dans ces cas de figure, la greffe a l'énorme avantage d'apporter de la surface. Elle est une extension de l'existant qui relève de la même logique frugale. Elle va offrir de la surface, elle va offrir des fonctions supplémentaires, tout en valorisant le déjà là du bâtiment, auquel elle s'ajoute souvent. Donc, du coup, la greffe, elle non plus, ne va pas, la plupart du temps, consommer de foncier supplémentaire. Elle va, la plupart du temps, économiser les ressources qui sont liées aux fondations, aux superstructures, etc., de l'existant porte-greffe, hôte. Alors, il faut donc remarquer qu'en valorisant ce déjà-là, le greffon va partir avec un réel bonus quant à son impact écologique. Et si, en plus, on va préconiser des systèmes constructifs frugaux, des matériaux géosourcés ou biosourcés, eh bien, ça va permettre de ne pas transformer ce bonus en malus. Alors, une chance, par bonheur, les ossatures légères en bois sont particulièrement adaptées à cette architecture de greffe. Des structures légères qui ne nécessitent pas de renforcement des fondations du bâtiment existant ou qui ne nécessitent que des accrochages euh, relativement simples du fait de la légèreté de ces ossatures en bois, des chantiers secs, des chantiers rapides du fait de la possibilité de préfabrication et cerise sur le gâteau, eh bien, ces greffes privilégient les matériaux biosourcés. Alors, on peut également étendre cette notion de greffe à l'échelle du territoire. La construction neuve, on le sait, est gourmande de foncier. Elle va chercher ce foncier là où il est disponible au moindre coût, sur les terres agricoles et sur celles qui sont restées à l'état naturel ou en forêt. En alternative, eh bien, on peut imaginer une densification dans des lotissements, dans des grandes zones monofonctionnelles, des zones commerciales, des zones d'activité. Et on peut imaginer que cette densification peut être considérée comme l'implantation sur ces territoires de plusieurs greffons. Certains même de ces greffons vont être des extensions de bâtiments existants, extensions, surélévation, etc. Hein. Voilà, donc on peut effectivement schématiser donc ces phénomènes de densification douce en utilisant ce concept de greffe comme sur l'image qu'on a ici, hein, avec notamment des références à la méthode BIMBY de densification des lotissements. On a vu les avantages de la greffe en matière de frugalité. Quelques mots maintenant sur les typologies. Je vais décrire successivement deux types de typologies, une typologie morphologique et une typologie fonctionnelle.
Alors, commençons par la typologie morphologique. Vous en avez quatre types sous les yeux. Je vais les citer rapidement et puis ensuite on les reprendra l'une après l'autre pour détailler comment est-ce qu'elles s'appliquent dans de la greffe architecturale. Alors on a d'abord l'extension, la greffe par extension qui consiste à rajouter du bâti sur le terrain à côté de l'existant. La greffe par surélévation, là, le bâti, eh bien, on va l'ajouter en toiture au-dessus de l'existant. Et donc, en règle générale, on va fonder des niveaux supplémentaires sur la structure de l'existant. La greffe par connexion, qui est un élément de liaison entre deux bâtiments existants voisins. Alors, parfois, la connexion est réalisée, c'est-à-dire que les deux bâtiments existent et le greffon va assurer la liaison entre ces deux bâtiments, mais quelquefois, un seul des bâtiments existe, le greffon va être mis en place, la connexion va être mise en place en attente de futurs bâtiments qui viendront ultérieurement. Et puis enfin, dernière typologie, c'est la greffe par excroissance, qui va consister à accrocher le greffon à n'importe quel endroit, en fait, du bâtiment existant, sur la façade, en dessus, en dessous, etc. Alors, on va les reprendre les unes après les autres, avec des exemples en termes de greffe architecturale. D'abord, la greffe par extension. Deux exemples, le musée d'art moderne de Glasgow, le musée de Cluny à Paris de Bernard Desmoulins. La greffe par extension, quand on voit ces deux exemples, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est encore aussi avantageuse que ça? Parce qu'elle va consommer du foncier. Elle va assurer sa propre structure et ses propres fondations. Or, on avait tout à l'heure situé ces éléments-là comme les gros avantages de la greffe. Donc, il faut chercher d'autres intérêts à la greffe et le principal intérêt supplémentaire à la greffe qu'on a dans ce cas-là, c'est la mutualisation d'un certain nombre de fonctions. Ici, on est dans deux exemples de musées avec donc la mutualisation des fonctions d'accueil, de circulation, etc. Donc, qui peut effectivement constituer les avantages de ce type de greffe qui ne permet pas de réaliser complètement les économies de matière, de structure, de fondation qu'on attribue habituellement aux greffes. Ces deux opérations vont nous permettre aussi d'aborder une des questions fondamentales qu'on n'évite jamais quand on parle de greffe. Y a-t-il rupture ou y a-t-il cohérence entre le greffon et le porte-greffe, entre le bâtiment greffé et celui qui était l'existant? Et là, on a deux exemples opposés sur cette question-là. Dans le musée d'art moderne de Glasgow, eh bien, tout est en rupture. Rupture d'échelle d'abord, rupture d'architecture de la façade, rupture
sur les matériaux de la façade, rupture même sur la couleur. Alors que dans la deuxième image, donc on a une autre approche possible de cette greffe par extension. Desmoulins a choisi d'inscrire l'extension dans le gabarit et la morphologie de l'existant. C'est un choix de cohérence. Bon, mais il a aussi pondéré ça en adoptant une écriture et des matériaux contemporains. Et là, effectivement, il est en rupture avec l'existant. Donc, vous voyez que rupture existant avec tous les intermédiaires qui peuvent exister. La surélévation. Alors, la greffe par surélévation, là, on a à l'évidence un gain de foncier. Donc, elle est particulièrement adaptée là où le foncier est rare, en ville. Hein. La surélévation va s'appuyer sur la structure de l'existant, comme celle-ci le supporte. Elle économise des fondations, elle économise des adaptations au sol. La surélévation est particulièrement adaptée à la réhabilitation de logements en milieu urbain, pour toutes ces raisons. Elle va permettre de gagner de la surface sans consommer de foncier, mais elle va aussi permettre d'améliorer l'équilibre économique d'une opération. Et nombre de copropriétés vont financer ainsi la réhabilitation de l'existant par la vente des surfaces ainsi créées. Et puis, ce que j'appellerais la surélévation XXL. Peut-on encore parler de greffe? Tant la surélévation va prendre de l'importance par rapport à l'existant. Alors, une nouvelle question est posée par ces deux opérations, ces deux images-là, qui est celle de la liaison entre la surélévation et le bâtiment existant. Là aussi, deux cas de figure différents. À Hambourg, Herzog et de Meuron ont hérité d'un bâtiment existant qui était une ancienne halle de grains, et donc dont la structure et les fondations avaient été largement dimensionnées pour supporter le stockage de tous ces sacs de grains. Donc, cette structure et ces fondations étaient sans amélioration capables de supporter la greffe, la méga greffe qu'on va lui mettre au-dessus. Ce qui n'était pas le cas à Anvers, où le bâtiment n'aurait pas été capable, le bâtiment existant n'aurait pas été capable de supporter la surélévation. Et donc, du coup, là, le choix de Zaha Hadid, ça a été de construire une superstructure porteuse, hein, dont on voit quelques éléments. L'autre pilier va s'insérer à l'intérieur du bâtiment existant, mais sans qu'il y ait de liaison structurelle avec le bâtiment existant. Bien évidemment, cette différence de liaison structurelle entre les deux bâtiments va se traduire dans l'écriture architecturale différente. C'est particulièrement évident sur ces deux images. Et puis, la greffe par connexion. J'ai choisi l'exemple de la médiathèque James Baldwin à Paris, de Philippe Madec. L'ouvrage pivot que vous voyez au centre de l'image, qui est la seule construction neuve dans cette réhabilitation d'un ancien lycée, qui est devenu le bâtiment qui est en face, c'est une médiathèque, et le bâtiment qui est à droite,
c'est une maison des réfugiés. Et la structure intermédiaire, la structure pivot, la structure de connexion sert de liaison entre ces deux bâtiments. Elle abrite les circulations verticales et pour reprendre un certain nombre des thèmes qui ont déjà été abordés, cette greffe, elle est indispensable pour les bâtiments existants réhabilités, puisqu'elle assure leur circulation. Elle est traitée en structure légère et en matériaux biosourcés, du bois, ou en matériaux géosourcés, du reste avec de la terre fondée. Et architecturalement, elle s'inscrit clairement en rupture par rapport aux existants. Donc, elle va servir de pivot entre les deux bâtiments déjà là, et elle est donc conçue pour son état définitif. Hein. Tout à l'heure, je parlais de connexions qui peuvent évoluer dans le temps. Ici, elle est en état définitif. Ceci dit, elle permettrait, si jamais un jour il y a une surélévation du bâtiment R+1 existant, eh bien, elle permettrait, dans son état actuel, d'assurer les liaisons avec ce bâtiment existant. Et puis, dernière typologie, c'est l'excroissance. Alors, trois images. Donc, la pièce supplémentaire du bâtiment de logement en Suisse de Chanéac, la réhabilitation d'un îlot urbain par Lucien Kroll et la réhabilitation de la tour Bois-le-Prêtre à Paris par Lacaton et Vassal. Je vais dire un petit mot sur le bâtiment de Lucien Kroll. Donc, on voit les éléments de greffe qui sont rajoutés sur la façade du bâtiment existant. La réhabilitation de Lucien Kroll a été, selon son habitude, précédée par une longue concertation avec les habitants pour permettre de connaître les souhaits des usagers pour pouvoir y répondre au mieux. Et plus loin que ça, la philosophie de Lucien Kroll conduit à concevoir un projet non fini, susceptible d'évoluer par ajouts successifs. Alors, si je regarde maintenant du côté de Lacaton et Vassal, bien, du côté de Lacaton et Vassal, il y a eu également une longue concertation pour la réhabilitation de la tour, mais l'objectif étant essentiellement de préparer l'intervention qui se faisait en site occupé. Et donc la solution qui a été proposée par Lacaton et Vassal, qu'on voit ici vue de l'intérieur, c'est tout autour de la tour, du bâtiment existant, une greffe qui consiste en un grand espace à vivre de plusieurs dizaines de mètres carrés, prolongé par un balcon extérieur, là qu'on voit à gauche de l'image. Parlons maintenant de typologie fonctionnelle. Trois typologies fonctionnelles. Comme pour la morphologique, je vais les citer rapidement et puis ensuite on reviendra dessus. Il y a d'abord la greffe de type liane. La greffe de type liane pour laquelle l'hôte n'est qu'un support sur lequel elle pousse et qui lui permet d'accéder plus facilement à la lumière. Tout le bénéfice est pour le greffon. L'hôte ne subit, lui, ni dégâts ni avantages. Donc, c'est une forme de greffe qui est à l'avantage du greffon. La typologie de type pique-bœuf, alors là, on est dans une relation gagnant-gagnant.
enfin, relation entre le greffon et son hôte. Le pique-bœuf, c'est un petit oiseau, hein, vous voyez sur l'image là, qui va se nourrir des insectes attirés par le bœuf, et en même temps, il va en débarrasser son hôte. Donc, c'est bien effectivement du gagnant-gagnant, donnant-donnant. On parle quelquefois aussi de mutualisation, de symbiose pour cette sorte de greffe. Et puis enfin, il y a la greffe de type ficus étrangleur qui va s'enrouler et étouffer les arbres sur lesquels il va pousser jusqu'à ce qu'il meure pour pouvoir se nourrir ensuite de l'humus généré par cette opération. Alors, la greffe de type liane, c'est le cas d'une surélévation ou d'une extension ou d'une excroissance. On peut retrouver toutes les formes possibles et imaginables d'un immeuble existant, mais sans grande relation avec celui-ci. L'existant peut très bien vivre sans son greffon, lequel a en revanche besoin de son hôte, ne serait-ce que comme accroche, comme adaptation au sol ou comme accès. Alors, on voit bien sur ces deux images, hein, le bâtiment de bureau à Moscou n'a aucune relation fonctionnelle avec les deux immeubles qui sont de part et d'autre. Par contre, les immeubles servent d'accroche, il va s'accrocher dans ces deux immeubles. Il est porté par ces deux immeubles. Un petit peu différent, mais on reste quand même dans le même esprit pour la Fondation Prada à Milan. Le, le bâtiment qu'on voit ici de Koulas est situé donc à l'intérieur d'un bâtiment existant. Il va accueillir un certain nombre de fonctions, hein, mais point c'est tout. Il est en quelque sorte séparé des autres zones du bâtiment existant. Par contre, il va bénéficier des accès, des circulations et d'un certain nombre de services qui sont liés au bâtiment existant. Un greffon de type pique-bœuf. Bon, l'exemple le plus typique, c'est la rampe d'accès de la Cité de la mode et du design de Paris, de Jacob et McFarlane. La rampe, alors, gagnant-gagnant, donnant-donnant, j'ai dit tout à l'heure, hein. Effectivement, la rampe s'appuie sur le bâtiment existant, les docks, et donc elle va justifier sa fonction, et les étages des docks ne seraient pas accessibles sans la rampe greffon. L'hôte et son greffon ne fonctionneraient pas l'un sans l'autre. Greffe de type ficus étrangleur. Alors ça, c'est vieux comme le monde, hein. C'est vieux comme le monde. Historiquement, une des principales ressources de matériaux, c'était ce qu'on allait chercher en démolissant les bâtiments existants. Et on construisait du neuf, on construisait une nouvelle greffe à partir des matériaux de la démolition de l'hôte. Alors ça a commencé avec le dépeçage des monuments romains dès la fin de l'Empire, et puis ça s'est poursuivi avec le grignotage des murs d'enceinte dans les villes du Moyen Âge, par exemple, hein, qui disparaissaient petit à petit pour servir de matériaux aux bâtiments qui allaient se protéger dans cette enceinte. Et puis ça se prolonge aujourd'hui dans un certain nombre de pays du Sud avec la réutilisation des briques de terre ou même de la terre elle-même issue d'anciens bâtiments, donc pour reconstruire un village sur les ruines du précédent.
vous voyez que cette greffe de type ficus étrangleur a beaucoup à voir avec le réemploi. Alors, si je prends l'exemple, sinon contemporain que j'ai donné ici, le Parchment Workhouse, cette maison, elle s'inscrit dans les ruines d'une ancienne fabrique de parchemin et elle a largement puisé dans les stocks de pierres et de briques qui ne demandaient, eux, qu'à être réutilisés. Ce grignotage, évidemment, donc, s'inscrit, quand on est dans le cadre du réemploi, dans une démarche frugale de réemploi in situ. Et puis, de la greffe aux parasites. La greffe peut prendre des proportions telles qu'elle va complètement, alors, non pas démolir cette fois-ci, non pas détruire, non pas grignoter, mais écraser son hôte, son bâtiment d'accueil. Bon, le parasite, hein, c'est un pique-assiette, autrefois, dans l'Antiquité, un pique-assiette qui squattait la table des riches en échange de distraction, de réseautage. En langage plus correct, c'est un organisme qui vit aux dépens d'un autre organisme, l'hôte. Voilà. L'échange n'a plus rien d'équitable et le parasite écrase l'existant. On peut faire une remarque quand même. Quand on regarde toutes les références qui existent en architecture parasitaire, elles ont toutes une caractéristique commune. Le parasite est en contraste architectural avec son hôte déjà là, par la forme, le style, le système constructif, par les matériaux, par son échelle, ses dimensions, et puis souvent même par sa couleur. Le bâtiment parasite va s'opposer à son bâtiment hôte. La couleur ne fait qu'accentuer ce contraste. Alors, cette volonté de faire contraste pour rompre la monotonie, pour étonner, pour choquer, inclut un vrai risque, celui de ne s'intéresser qu'à la forme du greffon, au risque de prouesses techniques peu frugales pour y parvenir. C'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui. Et la frugalité va s'arrêter là où la greffe devient parasite. Et puis, pour terminer, je vais revenir sur quelques qualités frugales de cette architecture de greffe. Alors, on l'a vu, elle ménage le territoire, elle est naturellement compatible avec des systèmes constructifs et des matériaux frugaux. Faire mieux avec moins, eh bien, une des façons d'y parvenir, c'est de mutualiser des éléments de programme ou des dispositifs fonctionnels et techniques, ce que permet l'architecture de la greffe, on l'a vu sur quelques-uns de ces exemples. Voilà, l'architecture de greffe est inspirée par le vivant. Et elle reproduit la complexité des relations entre le greffon et son hôte. Parfois même, de bio-inspiré, la greffe devient biomorphe et reprend des formes copiées sur la nature, des formes organiques, proliférantes, fractales. Parfois encore, c'est le vivant lui-même qui est le greffon et qui pousse sur le bâtiment hôte dans des terrasses, des façades plantées, ou l'exemple que vous avez sous les yeux, qui est une sorte de tampon végétal largement planté et greffé sur le devant du bâtiment.
Le réflexe frugal, évidemment, hein, dans des configurations comme celle-là, nous conduit alors à ne pas imaginer des configurations contraires à l'habitat naturel du vivant et qui induiraient des opérations d'entretien trop lourdes. Et puis, il y a malheureusement un aspect de la frugalité que nous avons rencontré beaucoup moins fréquemment dans les références d'architecture de greffe. C'est la démarche bioclimatique. La recherche du contraste avec le support ne peut faire oublier que le bâtiment greffe est d'abord un espace habité avec un usage, avec des occupants, dans des conditions d'hiver et aussi dans des conditions d'été, avec des accès suffisants à la lumière naturelle, un air de qualité, et le tout avec le moindre de consommation d'énergie. Donc, s'il y avait une évolution de cette architecture de greffe à prendre en compte, ça serait bien celle-là qui consiste à mettre en avant, valoriser l'aspect bioclimatique du greffon, donc comme on le voit sur la maison Sébar, qui est un chantier, une opération de Michel Gerbert. Michel Gerbert est un des architectes de la bioclimatique des années 60-70 dans le sud-ouest, avec Cordier, Trombe, etc. Hein. Et là, on voit bien que le greffon joue un rôle qui est un rôle de bioclimatique. Eh bien, voilà, je vous remercie. Alors, on va donc parler d'un bâtiment donc, qui a fêté ses 10 ans samedi dernier, là, qui est donc le bâtiment qui s'appelle La Villa à Dellingen. Le programme de ce projet, La Villa, donc c'est un centre d'interprétation du patrimoine archéologique et de patrimoine archéologique gallo-romain. Donc situé, donc Dellingen, c'est un petit village de 380 habitants au moment du chantier, ça n'a pas dû beaucoup bouger depuis, qui se trouve donc dans ce qu'on appelle l'Alsace bossue. Et donc l'opération est une opération qui a été menée, portée par la communauté de communes d'Alsace bossue. Pour vous donner un ordre de grandeur, à cette époque-là, depuis elle a fusionné avec une autre communauté de communes, mais au moment du chantier, c'est une communauté de communes de 26 communes de 14 000 habitants au total, donc ce qui fait une moyenne de 500 habitants par commune. Donc un territoire rural très parsemé de petits villages. Donc Dellingen a deux villas gallo-romaines sur son territoire, une qui n'est pas fouillée et une qui avait été fouillée au XIXe siècle, réenfouie et ensuite redécouverte en 1996. Et alors, ce qui est intéressant si je vous dis ça, c'est donc d'une part, c'est parce que c'est le programme du projet qui était de mettre en valeur la question de l'archéologie, mais c'est surtout que le maître d'ouvrage, donc c'est la communauté de communes qui a, dès que cette villa gallo-romaine a été retrouvée, les premières traces de vestiges ont été trouvées finalement par un paysan qui labourait son champ. La communauté de communes a racheté tout de suite le terrain et a mis à disposition d'une société d'archéologie d'Alsace-Bossue qui a pris en charge de faire ses fouilles progressivement, mais de le faire de manière, je dirais, locale, collective, en organisant des chantiers de fouilles avec des collégiens, avec toute une implication locale. Et la communauté de communes, donc au bout d'un certain temps, donc 10 ans plus tard, a décidé de réfléchir à créer un lieu qui parle de l'archéologie et qui mette en valeur ce passé. Et ce qui est très intéressant, et c'est ce qui va être intéressant dans cette question de la greffe, c'est que ils ont fait le choix, donc la programmation s'est faite vers 2005 à peu près, 2005-2006. Ils ont fait le choix non pas de construire un bâtiment musée de site à côté de la ruine,
mais au contraire de s'en servir pour développer une politique globale qu'ils ont sur le territoire, de créer des micro-lieux d'activité pour essayer de revitaliser ce territoire par différentes séquences dans les différents villages, de manière à pouvoir amener à redécouvrir ce territoire par les habitants, faire un gros travail auprès des scolaires. Ils ont aussi, dans un village à côté, un CIN, donc un centre d'initiation à la nature et à l'environnement, de pouvoir amener les scolaires et de favoriser aussi un tourisme vert qui permettrait d'attirer des gens chez eux. Et donc, pour pouvoir faire ça, ils ont décidé de créer un petit équipement au cœur du village. L'idée, c'était de ne pas créer un nouveau bâtiment tout neuf sur le site de Fouilles, mais de venir valoriser le village. Et donc, c'est le bâtiment que l'on voit ici, donc le bâtiment qui est au cœur du village, qui est donc la greffe qui va être faite autour d'une maison qui était la maison principale, la grosse maison du centre-village, qui était à l'origine, donc qui date de 1696, qui était la grosse maison à la fois d'un notable du village, qui était à la fois viticulteur, cellier, aubergiste. Et on le voit, c'est la maison, toutes les maisons de ce village sont des maisons avec des façades goudreaux sur la rue, et c'est la seule qui est en pignon sur rue. Donc ça, c'est une photo de 1910. Et cette maison est tombée de plus en plus en déshérence au fur et à mesure des années. Il y avait un logis devant et une grange sur l'arrière. La grange a brûlé dans les années 50-60. Il ne restait plus que le logis. Et quand en 2005, ils ont décidé donc de dire on va intervenir, on va faire ce projet sur ce bâtiment. Entre 2005, le moment où ils ont décidé de le faire, et le concours qui a eu lieu en 2008, il y a eu un incendie à nouveau, et la charpente au-dessus du logis a aussi brûlé. Donc on était vraiment dans quelque chose qui était en train de disparaître, et ils se sont accrochés à l'idée de venir... donc à ce moment-là, ils auraient pu, vu le deuxième incendie, ils auraient pu décider, côté pragmatique, de dire allez, on rase tout et on construit quelque chose de neuf, ou on va construire quelque chose de neuf ailleurs. Non, ils ont vraiment voulu préserver une identité forte sur le village. Donc là, ce que l'on a eu, nous, comme contrainte au moment du concours, là, c'est ce rectangle rouge. Donc il ne restait plus que le logis, là, la partie grisée qui est sur la droite de ce rectangle. Et sur l'arrière, on voit les traces de ce qui étaient les fondations des parties basses de la grange. Donc il y avait des écuries, des porcheries, et au-dessus des granges à grains. Et la contrainte du concours, ça a été vous réalisez donc le projet donc de ce centre d'interprétation du patrimoine archéologique en rénovant le logis existant et en vous réinscrivant complètement dans le gabarit de la maison d'origine avec sa grange. Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'était donc de venir créer une greffe du bâtiment logis du XVIIe qui était encore en place, de refaire une toiture commune qui vienne couvrir la nouvelle activité grâce à l'extension qui serait faite, et tout ça pour parler d'archéologie, donc du sous-sol de ce village. Donc nous, au moment du concours, on a proposé donc de répondre donc avec un travail sur ce toit, d'abord, qui unifiait les deux parties donc le XVIIe et XXIe siècle du projet, de les faire se dialoguer par une faille, une fente entre les deux se regardent, et de pouvoir donc parler de quelque chose qui avait plusieurs milliers d'années, puisqu'on parlait de gallo-romain. Ces bâtiments d'Alsace-Bossu, contrairement aux bâtiments d'Alsace de la Plaine, qui sont souvent donc bâtiments en pan de bois, colombage,
Là, on est sur le plateau lorrain, donc on est sur un climat plus austère. Et donc, les constructions sont faites en murs périphériques épais, en moellon. Et ensuite, tout l'intérieur du bâtiment est en pan de bois et en plancher bois et charpente de bois. Et donc, on a voulu nous répondre, pour ce travail-là, on a décidé de répondre de la même façon, c'est-à-dire d'avoir un mur périphérique épais, et ensuite l'ensemble de la structure intérieure en bois, mais avec les techniques d'aujourd'hui, c'est savoir faire des panneaux bois porteurs CLT, de pouvoir mettre des caissons sur la charpente, etc. Et pour les murs périphériques, voilà, on avait depuis un certain temps envie de travailler avec la terre, et donc on a décidé de proposer donc un projet qui utilisait la terre en mur porteur de tous les planchers qui viendraient répondre aux différents niveaux de la maison d'origine. Et la maison était un peu éventrée du fait que le logis d'origine a été un peu éventré sur sa partie, sur cette partie-là, qui était la partie sud. Hein. Le sud est à gauche, le nord est à droite. Donc on a fait un travail de dialogue, les deux se regardent. On a gardé le côté éventré de cette maison, et nous, on n'a pas fait le quatrième côté de notre greffe pour pouvoir vraiment les faire dialoguer ensemble. Et cette fameuse faille que l'on a créée entre les deux, c'est une faille qui permet de circuler d'un espace à l'autre, puisqu'il y a des niveaux qui ne sont pas équivalents. Bon, ça, c'était une vue, c'était l'idée au moment du concours, c'était la vue du concours de pouvoir évoquer ce rapport entre l'extension et le logis initial. Alors le toit, on souhaitait avoir, donc c'était pour nous très important d'avoir cette notion de toit très homogène, très unitaire, qui englobait les deux parties, mais qui soit aussi un toit, comme toutes les autres maisons qui sont autour, c'est des toits qui ont très peu il y a très peu d'éléments qui émergent de ces toitures, c'est des grands pans. Alors qu'on était là, nous, à devoir créer un bâtiment public, donc avec du désenfumage, il y avait de la scénographie, donc il fallait des verrières pour amener de la lumière à certains endroits, il y avait des bouches de ventilation. Donc pour pouvoir faire ça, on avait forcément beaucoup de parasites qui allaient apparaître sur la toiture. Donc ils y sont. Simplement, on a rajouté une surtoiture en mélèze, en latte de mélèze, qui vient se superposer sur tout ça, et qui fait qu'on ne perçoit aucun de ces éléments de ventilation ou de désenfumage qui sont là-dedans. Il n'y a que, en transparence, on peut percevoir la verrière de la faille, mais on a cette unification qui se fait par ce matériau. Alors qui amène une teinte un peu plus sombre que les tuiles du village, mais qui, dans son gabarit, fonctionne très bien. Voilà, donc là, c'est une autre vue, où on aperçoit le logis et donc sa toiture, son volume d'origine et la continuité sur la grange. Donc là, à nouveau, une vue. Donc, par exemple, sur la croupe du logis, on a au-dessus les bureaux de l'équipe d'archéologie qui se trouve, qui peut travailler là. Et donc, on a une grande verrière là au nord qui est derrière ces lattes de mélèze, donc on ne l'aperçoit pas. Donc, on est dans une sorte de respect global du bâtiment d'origine, mais en ayant finalement des modifications importantes dans les percements de l'étage. Et on aperçoit donc la faille et le bâtiment en extension qui est en terre, en pisé, donc sur la deuxième partie. Alors, ce qui est important dans la greffe, on a parlé de greffe architecturale, Alain Bornarel a parlé de greffe architecturale. Je pense qu'il dans ce projet-là, il y a aussi cette notion de greffe sociale ou de greffe d'usage. Donc, en fait, cette équipe d'archéologues qui a dynamisé finalement une activité sur le site, qui va donc
est accueilli en plus, donc on a ce centre d'interprétation qui est un lieu pour accueillir du public, pour expliquer, pour montrer les choses, mais c'est aussi le lieu de travail pour les archéologues. C'est-à-dire que ils ont leur lieu de réunion, leur lieu de poste-fouille, c'est-à-dire que quand ils viennent nettoyer les objets, quand ils viennent les étudier, ils le font là, et ça a été intégré à la scénographie générale. Donc il y a aussi cette notion-là, que la greffe d'une nouvelle activité dans ce lieu. Voilà, donc là on voit une coupe. Donc là sur la gauche vous avez le logis avec ses niveaux qui sont assez bas, hein, les niveaux de vie qui étaient assez bas, et puis qui avait de toute manière un grand grenier au-dessus, donc qui avait brûlé. Donc là on a refait cette charpente et on l'a refait à l'identique de ce qu'elle était, la faille et l'extension de notre qui a été créé, avec ses murs porteurs en pisé, on en verra mieux tout à l'heure, et une charpente en continuité. Et on a essayé de faire ce travail de la charpente aussi en essayant un dialogue entre les habitudes de charpente traditionnelle et une nouvelle charpente. Je profite aussi très rapidement de cette vue, parce que finalement je n'en parlerai pas ailleurs, par rapport aux questions bioclimatiques sur lesquelles a fini Alain Bornaret. Ce bâtiment, donc on a deux systèmes de chauffage. On a ici un bloc, vous voyez un rectangle qui est ici, qui pour nous est une réinterprétation du Karl Hoff alsacien et lorrain, c'est-à-dire un gros poêle de chauffe au cœur de la maison et qui irradie l'ensemble de la maison de sa chaleur. Donc là, on a un bloc, alors c'est un bloc de béton que l'on a fait, qui est rentré c'est un chauffage au sol, mais dans les murs verticaux de bloc de béton, et qui est relié à 3 sondes géotechniques qui lui amènent la chaleur et qui chauffent cette partie-là, avec un chauffage au sol dans le plancher qui a été mis sur le plancher de dernier niveau. Et puis l'autre système de chauffage, c'est la façade vitrée dont on verra tout à l'heure un exemple, qui va absorber l'air en partie basse, qui monte en température par l'échauffement, puisqu'on est plein sud, et qui va ensuite être aspiré par la ventilation et chauffer l'air général du lieu. Alors, sur le travail sur la charpente, là, on est sur une coupe sur le logis. Donc, on a recréé les charpentes qui est traditionnelles de ce secteur-là, où on a des charpentes en escalier un peu surprenantes. Il y a plusieurs niveaux dans le grand volume. Et puis surtout, il n'y a pas dans toutes ces maisons-là, il n'y a pas de poutre fêtière. Donc, on a uniquement les fermes et des pannes. Mais il n'y a pas de panne fêtière en partie haute. Donc, c'est ce qui est en vert ici, on voit les éléments. Et nous, dans l'extension, donc on est reparti sur le même principe d'avoir des grandes fermes sans panne fêtière, qui sont ensuite avec des caissons, on a des caissons insufflés de web de cellulose, puis ensuite des panneaux de fibres de bois qui sont par-dessus. Mais on est sur une charpente de même type, mais réinterprétée, et en particulier réinterprétée parce qu'on utilise des murs de pisé en dessous, et qu'on avait besoin de renvoyer les efforts, non pas sur une triangulation traditionnelle, mais de les envoyer le plus verticalement possible sur les murs qui ne supportent pas trop autre chose que de la compression. Et entre les deux, on a cette faille, donc c'est le seul élément métallique de la maison, du lieu. C'est une tranche métallique qui va supporter les verrières et l'ascenseur et les escaliers. Et donc là, on est sur la coupe sur la partie neuve, donc avec ces grandes poutres en lamellé collé en coque de bateau inversé, hein, et qui envoie donc les efforts sur les murs pisés. Donc le mur pisé qui avait été décidé, au départ, on voulait un gros mur de 80 cm d'épaisseur. Il s'est avéré que pour plusieurs raisons, d'une part pour des questions de performance thermique, le maître d'ouvrage, cette petite communauté de communes avait besoin des fonds européens, il fallait absolument obtenir des performances thermiques importantes liées à la réglementation thermique. Cette réglementation thermique, ne travaillant que sur le pouvoir isolant des matériaux, mais le mur pisé brut sans isolation ne répondait pas, alors qu'il apporte beaucoup d'autres qualités de régulation. Donc on est arrivé à créer un double mur avec une isolation
granulat de liège entre les deux, qui permettait d'avoir finalement un mur porteur intérieur protégé et un mur extérieur, toujours en pisé aussi, mais en éléments préfabriqués, qui ont été posés 8 mois plus tard. Donc, ils ont été faits ensemble. Le mur porteur a été réalisé sur place et les éléments préfabriqués ont été réalisés dans une grange à 50 mètres de là. Et 8 mois plus tard, on est venu les assembler pour éviter qu'il y ait de problème d'humidité entre les deux murs. Voilà. Voilà, donc on voit cette épaisseur. Donc on a 1,10 m, 1,10 m d'épaisseur en partie basse, et puis on réduit à chaque fois qu'il y a un plancher qui vient se poser, on réduit de 20 cm pour pouvoir poser le plancher. On a juste un petit lit de béton qui ne joue pas un rôle structurel, mais qui est juste une assise de propreté pour poser les planchers bois. Le seul noyau béton qu'on a ici, c'était un noyau sur lequel en fait les planchers sont accrochés pour que les efforts de torsion de la charpente soient reportés sur ce noyau béton et n'apportent pas d'efforts parasitaires sur le pisé. Le pisé n'a que des appuis glissants. Tout est en appui glissant sur le pisé, de manière à ce qu'il ne joue que son rôle de portée. Voilà, donc on a tout un travail sur la terre. Je ne vais pas aller très loin là-dessus, parce que ce n'était pas le sujet, mais voilà, pour vous montrer un peu tout ce travail qu'il y a pu y avoir. Et cette terre qui a servi aussi, la même terre, qu'on a prise juste à côté, hein, elle vient à 2 km du site. Elle a servi aussi avec la paille du village de refaire tous les torchis de la maison d'origine, hein, du logis d'origine. Voilà, donc quelques vues du projet fini. Donc là, on a vu avant le logis, là c'est la partie neuve, donc avec les éléments préfabriqués qui viennent donc se poser les uns sur les autres et créer ce rythme de façade. On a décidé de superposer les éléments entre eux de manière à avoir un joint vertical qui soit marqué, puisqu'on savait que du fait de cette ouverture, on aurait un tassement différentiel de la partie du pisé qui se trouve ici de celle qui se trouve à côté, vu la masse qui n'est pas la même. Et donc, on était sûr d'avoir des fissures qui apparaîtraient. Et d'avoir fait ce dispositif-là a permis de canaliser la fissure qui était effectivement apparue au bout de 6 mois, assez rapidement, et qui se trouve prise dans ces joints et qu'on ne voit pas. Voilà, donc les différentes vues qu'on peut avoir. La fameuse façade qui permet d'attraper l'air chaud, hein, l'air rentre en dessous, s'échauffe, monte là-haut, avant d'être aspiré dans le bâtiment. Voilà. On voit en partie haute à l'intérieur, vous voyez les deux évents qui sont là-haut, permettent d'attraper cet air chaud, de l'envoyer quand il fait bon. En demi-saison, on récupère cet air chaud dans le bâtiment. En été, ces évents s'ouvrent et en fait créent une ventilation très très rapide pour évacuer la chaleur de ces doubles pots. Et quand on est en hiver très froid, tout ça s'est fermé et l'air qui est dans le double pot reste un tampon thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, on voit le bout de la charpente qui se retourne. On aperçoit le mélèze au-dessus de la verrière. Voilà, quelques vues intérieures des salles. Ça, c'est la scénographie sur les fouilles. Donc, les différentes ambiances qu'on peut avoir à l'intérieur. La faille. Donc, on a sur la gauche là, le début du logis. Voilà, les deux bâtiments avec la faille entre les deux, qui est le lieu de toutes les communications entre les deux bâtiments. Alors, une greffe, c'est aussi les gens. Et sur ce chantier, on a eu une atmosphère absolument incroyable qui s'est passée, où tout le monde a joué le jeu et a été beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme à travailler dessus. Et en particulier, ça a été l'arrivée de toute l'équipe. À l'époque, c'était Caracol, l'entreprise qui a fait le pisé, qui, en arrivant, a généré quelque chose d'exceptionnel. C'était quelque chose de nouveau. Et tout le monde, ensuite, a énormément joué le jeu. Donc, on a créé, au moment de la livraison du bâtiment, on a créé une énorme plaque comme ça, avec les noms de tout le monde, et qui est accrochée dans l'espace, dans la grande faille, et qui était vraiment quelque chose de très important, parce que voilà, c'est une greffe humaine autant qu'une greffe architecturale qui s'est passée sur ce bâtiment. Voilà. Et donc, samedi dernier, on a fêté les 10 ans,
Et parallèlement, le ministère de la Culture donc, a attribué le label architecture contemporaine remarquable à ce bâtiment. Et donc on a posé samedi la plaque qui symbolise ce label. Ce qui était assez touchant samedi, c'est qu'il y avait tout. Voilà, la cérémonie a eu lieu avec les gens de la Comcom, tous les élus depuis 30 ans de ce village étaient là. Et on sent qu'il y a vraiment, avec l'équipe qui s'occupe du lieu, il y a vraiment aujourd'hui une appropriation très forte de ce bâtiment et une grande fierté de l'avoir. Voilà. Et donc, c'était un moment très, très sympathique. Voilà, je vous remercie. On a fait du pisé-porteur. Ce pisé-porteur, théoriquement, on n'avait pas le droit de le faire, puisque un bâtiment public recevant du public doit pouvoir respecter toutes les normes, les textes, les DTU. Les DTU ont été faits après la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, on ne construisait plus en terre, donc il n'y a pas de normes. En 2000, en 2008, quand on a commencé le chantier, il n'y avait pas de normes pour la terre. Il n'y a toujours pas. Hein. On a des règles de bonne pratique, qui est déjà beaucoup mieux. Mais là, il n'y avait rien. Et donc, il a fallu prouver, puisqu'on avait un refus dès le départ, un refus du bureau de contrôle, un avis défavorable du bureau de contrôle de construire ce bâtiment. Donc, il a fallu faire toutes les démarches pour obtenir une ATEX, qu'on a obtenu conjointement, architecte et maître d'ouvrage, qu'on a présenté ensemble, après avoir passé 40 mois d'études à faire des essais, à faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir prouver qu'on pouvait le construire sans aucune autre structure que le pisé. Voilà. Donc le CSTB a été très, très heureux de nous attribuer cet ATEX pour pouvoir créer voilà, un bâtiment qui puisse servir d'exemple ou de référence pour la suite. Et ça a été vraiment... c'était possible parce que le maître d'ouvrage ne s'est pas découragé et a porté jusqu'au bout. Ils ont même préféré retarder et abandonner une subvention qui était liée à un délai pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et donc, je pense que voilà, c'est ce genre d'aventure. Ils croyaient vraiment à la nécessité de revitaliser ce centre-bourg avec ce bâtiment-là. Et ça, je crois que c'est vraiment très... Ça s'est ressenti encore samedi dernier quand on a fêté les 10 ans. En fait, on a sur le projet, quand on est arrivé à proposer quand on a proposé d'avoir 2 murs plutôt qu'un seul, c'était lié à plusieurs choses. D'une part, il y avait, même si les élus étaient convaincus qu'il fallait qu'on allait faire en terre, il y avait toujours ce fantasme, dès qu'on parle de la terre, qu'est-ce qui se passe s'il pleut beaucoup? Est-ce que ça ne va pas devenir de la boue? Et voilà. Donc, quand on nous a imposé d'essayer de trouver, d'avoir un niveau de performance thermique importante et qu'on n'arriverait pas à le faire simplement uniquement la terre-sol sans aucun isolant, donc on est arrivé donc à proposer donc ce complexe de 2 murs, un mur qui porte et un mur qui protège, avec entre les deux un isolant. Et le bureau de contrôle, forcément, s'est engouffré sur cette question-là en disant: prouvez-moi qu'il n'y aura pas de problème d'humidité entre les 2 murs, puisqu'on sera incapable de pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de ces problèmes-là. Donc, on a dû lancer des études assez importantes d'analyse du comportement de la vapeur d'eau dans le complexe, du premier mur, du vide d'isolant et du mur extérieur. Et ces études nous ont permis de voir qu'il y avait à terme aucun souci, c'est-à-dire que le pisé est quelque chose un mur épais de pisé a une capacité d'absorption de l'humidité ponctuelle et de la restituer ensuite. Mais par contre, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que si on faisait les 2 murs ensemble, ce qui était au départ ce qu'on essayait de faire, le mur pisé, quand on le crée, il a 15% ou 15 ou 16% d'humidité pour arriver ensuite à 2% une fois sec. Donc, si on faisait les 2 murs ensemble, on avait de l'humidité à évacuer, et cette humidité pouvait partir des 2 côtés du mur. Donc, si on faisait les 2 murs ensemble, on avait
deux murs qui pouvaient envoyer de l'humidité entre les deux murs. Et c'est le seul moment où, sur toutes les simulations qu'on a fait, le risque, c'était à ce moment-là. C'était au moment du séchage des murs, d'avoir trop d'humidité entre les deux murs. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer un mur préfabriqué sur la partie extérieure pour pouvoir les faire ensemble, laisser sécher tranquillement et ensuite les assembler. Et ce qui fait qu'on n'a pas du tout douté. On a laissé en bas du mur des petits trous pour pouvoir les mettre des sondes de temps en temps. Mais on l'a fait une ou deux fois, on s'est rendu compte que c'est totalement sec entre les deux, il n'y a pas de souci. Alors, l'étanchéité, donc on a cette toiture, donc il y a un complexe, on a un complexe de caissons, on a donc caissons insufflés, ensuite on a de la laine de bois par-dessus, et ensuite on a un vide d'air et on a des panneaux avec une étanchéité. Qui va faire tout le... Donc, sur la grande pente, on a une étanchéité qui permet de protéger l'ensemble de la couverture, et puis surtout de faire tous les raccords avec les éléments qui émergent. Et puis, par-dessus, donc, on a un dispositif de surtoiture en bois qui vient se mettre dessus. On a trois scénarios. On a le scénario d'hiver, où l'air... on a des petites entrées d'air en bas, qui sont manuelles. En fait, c'est les utilisateurs du lieu qui, quand les jours de grand froid, viennent fermer des petites réglettes en partie basse. Et on a en haut, il y a un interrupteur dans le local technique qui ferme les évents en partie haute. Et à ce moment-là, pendant les grands froids, donc en dessous de moins, en gros en dessous on va dire en dessous de 0, jusqu'à moins 15 ou moins 20 comme il peut y avoir dans ce coin-là, l'air reste en place et le soleil le chauffe. Et on a fait des tests, on avait mis des sondes les premières années, on avait pour une journée de moins 5, on avait plus 50 en partie haute, par un jour ensoleillé par moins 5. Donc ça fonctionne assez bien. Le fonctionnement d'été, donc à ce moment-là, la petite réglette a été ouverte et les évents en partie haute sont ouverts. Et l'idée, c'est qu'on ait par l'échauffement de l'air, une circulation de l'air très rapide, de manière à ce que cet air n'ait pas le temps de trop surchauffer l'intérieur. Par contre, là, on a un problème. Régulièrement, ces évents ne s'ouvrent pas pour X. Voilà, il y a un problème technique qui est sur ces 10 années, qui s'est répété à plusieurs reprises, et donc qui a généré certains étés des chaleurs trop importantes dans la salle du haut. Mais dès qu'on les ouvre, ça fonctionne. Et puis, le reste du temps, donc tout ce qui est mi-saison, on va dire l'air est absorbé au niveau du faîtage du bâtiment. On a au niveau des évents, donc les évents se ferment, mais à ce moment-là, c'est une gaine qui va dans le local technique qui se trouve juste ici et qui absorbe, qui amène de l'air préchauffé pour le système de ventilation. Et sinon, le reste, c'est les sondes géothermiques qui sont sous le bâtiment, qui chauffent le carrelage qui est ici pour cette partie-là. Et les planchers bois, là, ces deux planchers bois donc, qui sont en CLT, ont ensuite une chape sèche en fermacelle avec un chauffage au sol, alimenté par les sondes géothermiques. On disait, bon, zut, il y a de l'électricité, qu'on utilise l'électricité. Et il se trouve qu'en Alsace, il n'y avait jamais eu d'éolien pour des raisons, je dirais, politiques du président de la région qui ne voulait pas d'éolien. Par contre, les premières éoliennes d'Alsace ont été réalisées à Dellingen. Et donc, voilà, elles sont pas au départ, c'était porté par la Comcom qui voulait arriver à créer un dispositif coopératif. Finalement, ça n'a pas pu se faire, donc c'est renvoyé directement dans le réseau. Mais voilà, symboliquement, le peu d'électricité utilisé par le bâtiment est produit par l'éolien qui est à côté. Voilà. Et alors, il y avait aussi un petit clin d'œil, c'est qu'en fait, la volonté d'utiliser de l'air préchauffé dans le bâtiment, c'était aussi, on parle de villas gallo-romaines. Les villas gallo-romaines étaient préchauffées par les typocaustes. Hein, on chauffait l'air
qui a ensuite été insufflé dans le sol et envoyé dans les murs. Voilà, donc là, l'idée, c'était de faire rentrer l'air, de le préchauffer par le soleil et de l'envoyer dans les murs pour chauffer le bâtiment. Voilà. C'était aussi un lien avec l'objet de l'archéologie. Ben, au moment du chantier, nous, on s'attendait à ce qu'il y ait des réactions sur la construction en terre. En fait, pendant tout le chantier, les habitants venaient voir. On n'a pas voilà, on n'a pas eu spécialement de remarques. Il y avait l'équipe d'épuiseurs qui était tellement enthousiaste et joviaux que ça s'est très bien passé avec la population du village. Par contre, il y avait une chose qu'on n'avait pas vu venir, c'était le toit. Le toit en latte de bois. Là, ça a vraiment beaucoup choqué. Quand est-ce que vous mettrez les tuiles sur les lattes, hein? Ça a mis beaucoup de temps à être accepté. Voilà. Ça, c'était au moment du chantier. Par contre, depuis, je crois qu'il y a vraiment une certaine fierté d'avoir ce bâtiment. En plus, globalement, c'est un bâtiment qui fait parler de lui, il a été médiatisé dans plusieurs endroits. Il est étudié on a des retours dans plusieurs universités d'architecture du monde entier qui nous écrit et qui leur écrit aussi pour leur demander de pouvoir visiter ou de pouvoir avoir des informations. Donc, ils ont cette fierté aussi de se dire que ce petit bâtiment qui est au cœur de leur village, ils parlent d'eux, mais dans plein d'endroits qu'ils n'auraient pas imaginé. Voilà. Donc, il y a vraiment une acceptation, c'est ce qui est ressorti samedi, là, quand on discutait, on sent une grande fierté d'avoir ce bâtiment. Les exemples que j'ai donnés sur la typologie excroissance sont tous les trois des exemples sur du patrimoine du XXe siècle. C'est la réhabilitation de Crolles aux Pays-Bas. C'était sur un bâtiment urbain du XXe. La tour Bois-le-Prêtre, évidemment, même chose. Et même y compris disons, la pièce supplémentaire ajoutée en façade à Genève. Là aussi, on est sur un ensemble social du XXe. Mais aussi Grand Parc à Bordeaux, avec la greffe, la greffe de la Caton-Vassal, tu sais, cette façade accolée. Ouais, c'est le même principe qu'à Bois-le-Prêtre. C'est disons, une greffe représentant un espace à vivre supplémentaire qui est collé sur la façade. Oui, c'est les immeubles IGH au Grand Parc. Je crois qu'ils ont été aussi réalisés en site occupé. Donc, ça veut dire que Oui, tout à fait. les occupants étaient chez eux. Il n'y a pas eu de perturbation démesurée de ce chantier. Donc, il y a vraiment une prise en compte globale des différents critères.